Eh ben, bonjour Thomas, ravi de te retrouver ici. Ça doit faire pas loin d'une année là maintenant qu'on se connaît. Et c'était lors d'un événement organisé au Pitch Café. On leur fait un petit coucou et on les embrasse. Et puis, bon, on est resté en contact et j'étais assez intéressé par ce que tu fais. Mais déjà, si tu peux nous présenter un peu ton parcours, d'où tu viens, voilà, sur le plan professionnel. Oui, bah, bien sûr, Marc. Ben, merci déjà d'être resté en contact avec moi. Merci de m'avoir invité aujourd'hui à partager un petit peu nos expériences professionnelles. Donc moi, d'où je viens du secteur de l'industrie pharmaceutique, où j'ai commencé tout simplement comme étant technicien après un bac+2. Et puis, ce poste de technicien dans l'industrie pharmaceutique m'a permis d'évoluer petit à petit en tant que manager sur des équipes plus ou moins importantes, entre 4 personnes jusqu'à une vingtaine de personnes. Toutes ces équipes étaient toutes pluricompétentes, hein. J'ai du coup dans ce cadre-là pu gérer diverses unités en parallèle, ça m'a amené à pouvoir moi-même être responsable, piloter uniquement des bâtiments en solo sur des animaleries du secteur pharmaceutique. Bon voilà, et puis fort de ce cursus de 20 ans d'expérience en pharmaceutique, dont au moins 17 ans en tant que manager, bah, j'ai décidé de prendre mon envol et aujourd'hui du coup je propose avec ma société Excellin des activités du soutien pour toutes ces industries-là, notamment en proposant du management de transition et des activités de formation. Donc voilà. D'accord, d'accord. Merci. Ce que j'entends, c'est que l'activité que tu as actuellement est en continuité avec ce que tu as fait précédemment. Et ça part du constat des manques ou des besoins que tu voyais dans ton activité. Et tu as, un peu une méthodologie que tu as mis au point. On va développer ça. Peut-être déjà, qu'est-ce que tu fais comme type d'accompagnement aujourd'hui? Alors pour répondre à ta question, effectivement, bah, le secteur pharmaceutique, c'est un milieu, comme tu peux l'imaginer, qui a pour objectif de développer des médicaments pour la santé humaine, et donc à ce titre-là, c'est très très réglementé. Et donc qui dit beaucoup de réglementation, dit beaucoup d'exigences réglementaires, et qui plus est, dans les sociétés de prestation de services, également beaucoup d'exigences ou de surexigences clients. Donc du coup, l'objectif d'Excella de ma structure, c'est d'aider toutes ces industries pharma à améliorer leur efficience et leur efficacité opérationnelle pour faire joindre cette exigence client et cette exigence réglementaire à la performance de l'entreprise et à la satisfaction des clients, qui sont aussi les clients internes et qui sont tous les techniciens. Et donc, quelle méthodologie appliquer? Bah, finalement, c'est une méthodologie que j'apprécie particulièrement de par mon mindset particulier et par mon expérience, et parce que ça marche tout simplement. Et ben, c'est tout simplement une première phase où on va faire du diagnostic de la situation pour voir où on est bon, la phase où on est moins bon, moins efficient, et puis après on va essayer de travailler ensemble dans le cadre de la co-construction à la création d'une solution qui sera pérenne. Et pour moi, cette co-construction, c'est vraiment l'essentiel dans l'activité de l'entreprise et dans une transformation, notamment quand je suis manager de transition, parce que on ne peut pas venir apporter une solution et repartir. Si les équipes n'adhèrent pas et ne créent pas cette solution-là, ils vont pas comprendre le pourquoi du fonctionnement de cette idée-là, et donc du coup elle ne va pas durer dans le temps. Et c'est contre-productif au final, donc c'est perdre du temps, alors que si on co-construit les solutions avec tous les acteurs, que ce soit les ressources humaines, les techniciens, les opérateurs, les managers, la direction, si on construit une solution globale ensemble, elle va être adoptée, ça va être ça la force de ma solution. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite question difficile. On parle souvent de performance et toi-même, tu as parlé de performance. Comment tu définirais la performance dans tes activités actuelles? Alors, performance, effectivement, c'est une bonne question. C'est un terme qu'on entend tous les jours, partout. À la maison, il faut être performant pour ses enfants, il faut être performant pour sa famille, il faut être performant pour sa maison. Dans l'entreprise, il faut aussi être performant parce que si t'es pas performant, tu vas pas être bien vu, tu vas pas trouver ta place, tu vas pas avoir ta prime en fin d'année. Donc, c'est toujours un enjeu, c'est un challenge. Mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière? C'est vraiment une bonne question, Marc, et je te remercie de la poser. Finalement, qu'est-ce que c'est la performance au niveau de l'entreprise? C'est la capacité de celle-ci, donc de l'entreprise, à obtenir un résultat par rapport à l'objectif qu'elle s'est fixé. D'accord? Pour moi, c'est ça. D'accord? Et donc, la performance, finalement, avoir un résultat en fonction d'un objectif, ça ne peut passer que par la capacité de cette entreprise à aller mobiliser les acteurs de l'entreprise. Hein? Donc, toutes ces ressources, qu'elles soient financières, humaines, matérielles, immatérielles, les brevets, par exemple,
pour aller chercher cet objectif-là et réussir cet objectif-là. Et donc, on définit la performance de l'entreprise selon, un, ses capacités-là, d'accord, et selon deux, sa capacité à être efficiente et efficace. Ça veut dire le faire de manière réactive, productive sans perte de temps et efficace en gagnant toujours cet objectif-là et en ne déviant pas de l'objectif, qui est quand même une grosse problématique dans la plupart des entreprises parce que il est connu que, je crois, 80% des entreprises ne vont pas au bout de leur projet ou les projets ne sont pas menés au terme fonction des besoins initiaux. Donc, on peut parler de performance, mais faut-il savoir où on va et comment on la conduit cette performance. En résumé, pour toi, être performant, c'est déjà atteindre ses objectifs, quoi. Oui, bien définir ses objectifs, voilà, ça c'est la première des choses, et après être en mesure de te donner les moyens de les réussir. Voilà, c'est déjà ça pour l'instant. Est-ce que tu veux je te propose qu'on déroule un petit peu la trame que tu suis en commençant par le diagnostic, ça te va? Très bien, mais je te fais confiance, on y va. Allez. Donc tu parlais du diagnostic, commencer par ça. Justement, alors c'est quelque chose qui est assez classique, qu'on entend régulièrement, mais pour toi, comment tu procèdes pour faire cette phase de diagnostic? Bien écoute, alors tout simplement quand j'ai, une industrie, un acteur qui vient me voir, c'est, relativement simple. On fait déjà un premier échange comme on le fait aujourd'hui, à distance pour déjà, première chose, comprendre quelle est la problématique de la structure. D'accord? Et il faut être honnête, je peux pas aider tout le monde ne peut pas aider tout le monde, c'est impossible. Donc on fait déjà une première étape où on identifie un petit peu la problématique du client, de l'entrepreneur qui est en face de moi. Et là, on va vraiment rentrer dans le fond et je vais beaucoup le laisser parler. C'est très important qu'il arrive à verbaliser un petit peu ses problématiques parce que dans les activités de management de transition, c'est important de savoir que la personne qui a besoin d'un manager de transition, qui a besoin d'un consultant, va formaliser ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Et c'est très important pour moi de le prendre en compte au moment du diagnostic, mais je ne peux pas prendre cela pour argent comptant parce qu'il va forcément avoir sa vision de sa position, mais il faut aussi que j'aille dans un second temps sur le terrain pour compléter sa vision par les retours utilisateurs, tout ce qu'on appelle les parties prenantes, que ce soit les systèmes informatiques, les ressources humaines, les opérateurs de production, les techniciens, etc., les chirurgiens, les vétérinaires pour mon cadre spécifique dans l'industrie pharmaceutique. Et seulement après avoir fait un premier échange, un état des lieux sur site, j'aime bien le terme diagnostic qui pour moi est plus juste par rapport à mon activité plutôt que audit, qui est là plus au qualiticien, eh bien, en faisant le melting pot des retours de chacun de tous, je suis en mesure après de faire une analyse en distanciel de la situation présentée par mon client initialement. Et ensuite, à ce moment-là, je rédige une note d'information que je repartage avec mon client. Et cette note d'information va reprendre l'état des lieux que moi j'ai pu voir, qui est parfois différent de celui perçu par le client, et ce qui est donc déjà une première étape difficile, parfois pour le client d'appréhender ce diagnostic-là, et ensuite les propositions de solutions ou les axes d'amélioration vers lesquels on peut aller. Mais voilà, encore une fois, de la co-construction, de la collaboration dès le début de la mission. C'est ça qui est vraiment le plus important pour trouver la bonne réponse et aller vers la performance. Ouais. Le fait que toi, tu vois des choses différentes ou différemment que le client, c'est aussi pour ça qu'il fait appel à toi parce que si c'était sous ses yeux, il serait capable de régler tout seul son problème. Et en lien avec ça, l est-ce qu'il y a des problématiques que tu vois qui sont un petit peu récurrentes? Ou est-ce que il y a des cas vraiment différents à chaque fois? Ou est-ce que tu peux dégager des choses un petit peu communes que tu vois régulièrement chez tes clients? Ou est-ce que chaque fois c'est spécifique et voilà? À chaque fois, je vais te répondre simplement. Ça fait 1 an que j'ai été créé. J'ai déjà collaboré, contribué à l'excellence opérationnelle pour plusieurs clients. Mais finalement, comme je te disais au début, pour moi, pour l'instant, dans l'industrie pharmaceutique, la quête principale, c'est l'exigence réglementaire. Et donc, il y a des autorités qui sont là pour venir inspecter les installations et on peut se rendre compte qu'il y a des écarts
par rapport aux recommandations législatives. Et donc l'objectif vraiment que j'ai rencontré sur ma première année, c'est cette quête de mise en conformité, soit des corrections mineures, soit des corrections majeures, soit des réponses à des phases de crise, qui fait que on va toujours aller chercher des solutions pour gagner en conformité. Et ce que je peux voir, c'est que vraiment, en conclusion de ma première année d'expertise en tant que manager de transition sur ce sujet-là, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Les premières entités avec lesquelles j'ai pu travailler, avec lesquelles j'ai eu la chance de bosser, le mieux est l'ennemi du bien parce qu'ils veulent surdocumenter, surtracer, surécrire les informations, et ce qui fait qu'en écrivant plusieurs fois des informations, il y a des endroits où elles sont pas réécrites, où elles sont mal réécrites. Donc finalement, on en arrive avec des incohérences. Et après, quand c'est le moment de démontrer aux auditeurs ou aux clients comment justifier ces incohérences, c'est très difficile. Donc finalement, c'est moi ce que j'appelle de la non-qualité. Vouloir faire trop, c'est pas bon. Il faut savoir mettre le curseur au bon endroit. Et si tu veux, avec ces charges de travail-là, pour un de mes premiers clients, j'ai tout simplement fait gagner à l'équipe vétérinaire 6,8 semaines de travail. Juste pour des questions d'administration. Voilà. Et quand on sait dans l'industrie pharmaceutique l'importance des vétérinaires par rapport à tout ce qui concerne le bien-être animal, les structures comité d'éthique en expérimentation animale, les structures du bien-être animal, on sait que c'est vital le rôle du vétérinaire. Et donc, gagner presque 7 semaines de travail pour l'amélioration d'un processus de fonctionnement, eh bien, on gagne en temps, on gagne en efficience par rapport à la notion de productivité, comme on en parlait tout à l'heure, et on gagne en qualité. Parce qu'on ne recopie plus, on ne refait plus. Ça, c'était vraiment un exemple typique, un exemple marquant. Ouais, je me souviens la première fois qu'on s'était rencontrés, tu me parlais d'un cas où tu parlais là de recopie d'informations où à chaque fois qu'ils allaient rencontrer le client, ils recopiaient la fiche et on avait cinq versions de la même fiche finalement. Oui, exactement. Donc c'est très très compliqué et c'est générateur d'erreurs. Même après, ce qui est très très important pour moi, si tu veux être performant, on n'a pas forcément tout détaillé sur la notion de performance, mais comment ton entreprise peut être performante si tes salariés ne s'épanouissent pas. Et donc, faire du recopiage, faire de la saisie de données, c'est pas un travail qui est négatif ou péjoratif, mais ça peut être rébarbatif à force de faire que ça, et ça permet pas de trouver du sens à son travail, parce que pour reprendre l'exemple des vétérinaires, un vétérinaire, lui, sa préoccupation principale, c'est le bien-être de l'animal, c'est pas de faire de la saisie, etc. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça l'important, c'est d'arriver à trouver, dans le cadre de la recherche de la performance, la bonne ressource au bon endroit. Et ça, c'est aussi un des points que je vois pas mal, c'est rôle et responsabilité. Est-ce que les gens sont bien à leur place, ils font bien ce qu'on leur demande ou ce qu'ils doivent faire? Et ça, c'est pas si évident que ça non plus à retrouver dans des organisations. Après cette phase de diagnostic, tu nous parlais de co-construction et quand on préparait notre échange, tu disais c'est important par rapport à un consultant qui va arriver en disant voilà la solution c'est ça et puis maintenant faut la mettre en œuvre, que même si toi tu as une idée de là où il faut aller, tu as besoin d'embarquer. J'ai l'impression qu'il y a une question à la fois d'éthique et d'efficacité. Il y a besoin d'embarquer les gens quoi. Ah oui, obligatoirement. Alors déjà, de par mon mindset, c'est effectivement ça, quoi. C'est vivre avec les gens, travailler avec les gens et donner les moyens aux gens de s'épanouir et d'être acteurs de la société. J'ai toujours considéré mon management comme ça. Pour moi, c'est du management bienveillant que de faire ça, de travailler ensemble. Donc effectivement, en tant que manager de transition, c'est mon rôle de savoir où les. Alors bien évidemment, on définit les objectifs, la profondeur du chemin à parcourir en relation avec les parties prenantes, donc par exemple le système qualité, le CTO de l'entreprise, pour savoir où on va, mais on y va. Alors donc moi je sais quel est l'horizon, mais c'est pas à moi de marcher vers l'horizon, c'est aux équipes de le faire, de le construire. Et pourquoi? Parce que j'ai connu un client qui m'a dit, on avait pris un cabinet de conseil, ils sont venus, processus tout cadré, tout beau, tout neuf, comme je te disais l'autre fois. Et finalement, à ce moment-là, on se rend compte qu'ils ont voulu dupliquer un système qui n'était pas du tout adapté à l'entreprise, et ça a été très très difficile pour l'entreprise de survivre à ce passage-là. Il faut tout simplement co-construire l'évolution de la performance et de l'organisation de l'entreprise, parce que c'est les équipes opérationnelles, les directeurs, les services achats, les ressources humaines qu'on oublie souvent dans ces cas-là, hein, mais qui connaissent l'entreprise, qui savent ce qui marche, qui savent ce qui ne marche pas, qui savent où on peut prendre des ressources pour être efficace. Et c'est eux qui vont trouver
en fonction de leur vécu, la bonne solution. Et s'ils trouvent la bonne solution, ça va être plus sympa pour eux, donc ils vont s'adapter, ils vont se l'approprier et ils vont la porter. Et c'est des choses que je vois souvent, c'est quand tu arrives en mission, les gens, pourquoi ils veulent venir m'apprendre mon travail et tout, alors que c'est pas du tout l'objectif. Ils sont un peu des fois sur le frein au début de la mission. Donc c'est tout le rôle du manager de transition d'avoir tout de suite des quick wins, c'est ce qu'on appelle des victoires rapides pour changer l'impact sur leur travail directement et qui s'approprient le projet. Et bien après, ces personnes réfractaires deviennent généralement les porteurs de l'évolution et les principaux Oui, souvent, défenseurs du changement qu'on a initié. Et ça reste quand même des belles réussites humaines et vraiment ça crée en plus de la performance en entreprise des relations humaines extraordinaires. Et c'est ça qui va t'amener vers une performance globale. il y a quelque chose que j'entends en t'écoutant parler, c'est, comment l'entreprise vient te chercher sur une problématique et à la fois, toi, en étant extérieur à l'entreprise, tu vas pouvoir voir des choses que eux voient pas et dans cette phase de co-construction, également, il y a des choses que toi, il y a tout un tas de détails en interne. Ça peut être sur l'organisation, les compétences des gens, ou des choses réglementaires, techniques que toi tu vois pas et de mettre les 2 ensemble, ça permet d'avancer vers quelque chose de mieux, quoi. À la fois d'amener des choses de l'extérieur et puis toi de compléter et est-ce que ça peut arriver à être plus que de l'anecdotique, voire même te faire retravailler, ce que tu avais prévu? Ou en général c'est plus de l'ajustement? Alors pour l'instant, j'ai pas eu à repenser complètement une stratégie, honnêtement. Donc voilà, pour ma première année. Donc te dire que mon diagnostic était le bon, ça serait prétentieux, mais je pense qu'il était juste, en tout cas, effectivement. Mais ça fait partie d'un travail préparatoire. Une mission de management de transition, ça se prépare. Il faut gagner la confiance, il faut vraiment comprendre la problématique. Ma première mission de transition, pour bien la préparer, on a mis 3 mois. Mmh. Voilà. Ce qui fait qu'après, on a un cadre clair, on est d'accord dessus, on ajuste, on fixe des priorités et on va dessus. Et on est sûr de ne pas se tromper. Après, dans la mission en elle-même, il y a des situations personnelles qui font que des fois, tu ne t'attendais pas à ça. Et ça, il faut l'anticiper. Des problématiques personnelles, des problématiques familiales, etc., du relationnel, du bien-être, de la qualité de vie, des conditions de travail, qui font que ça n'avait pas été préalablement identifié au travers des premiers échanges, mais c'est des choses qu'on adapte et qu'on rajoute au quotidien. Mais ça, en confiance avec les équipes, voilà, avec l'expérience, on adapte peut-être à la marge les outils prévisionnels qu'on avait mis en place, mais non, revoir complètement une stratégie, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. C'est plus de l'ajustement donc. Est-ce que sur la co-construction, tu voulais ajouter des choses ou il y a des points importants que tu voudrais, mettre en lumière? Non, pour moi, la co-construction, juste pour faire simple, c'est de se dire, voilà, on est tous ensemble, on est dans un même bateau, il faut qu'on rentre dans le même sens. L'important, quand on veut faire de la co-construction, c'est de remettre en relief l'objectif de cette co-construction. Pourquoi on y va et dans quel cadre on y va. Donc c'est là qu'il faut remettre en place un petit peu les objectifs globaux de la société. Bon, parce que on va pas faire ça juste pour le plaisir de le faire, on va le faire parce que la société a décidé d'aller dans cette direction-là. Et pourquoi on va dans cette direction-là? Voilà, remettre du cadre et remettre de la communication. Généralement, la communication est vraiment un facteur de performance, hein. Dans des entreprises où il y a une mauvaise communication, ou une communication hétérogène, c'est-à-dire qu'une personne va avoir une information mais l'autre ne l'aura pas, c'est pas bon parce que ça crée un peu de concurrence ou de sentiment de désengagement d'un manager vis-à-vis d'un N-1, comme on dit vulgairement, euh, Ouais, alors que finalement, il faut créer une communication homogène et un cadre. Le plus important pour bien co-construire une solution, c'est le cadre. Savoir où on est, savoir où on va, et dans quel cadre, quels objectifs fixés, et par qui et pourquoi. on parlait ensuite de la mise en œuvre, l'accompagnement au changement, mais j'ai l'impression que ça, comment cette phase de co-construction justement ça prépare la suite aussi. C'est complètement il y a une continuité, le fait de co-construire, c'est déjà de l'accompagnement au changement, quoi. Exactement. C'est toute la solution, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que co-construire une solution, ça veut dire qu'on est finalement tous d'accord sur le diagnostic. Voilà, et qu'on est tous d'accord Ouais, ouais. pour sortir de cette situation, et donc on y va ensemble. Je guide un petit peu si tu veux, mais au final, le travail de fond, c'est pas moi qui le fais. C'est plutôt les équipes qui vont trouver la solution, et puis moi, je vais être le chef d'orchestre qui va mettre en musique la solution, en leur donnant l'overview sur la compagnie qu'ils n'ont pas forcément. Eux, ils vont penser à leur poste de travail, mais leur décision peut être
négative pour le service, par exemple maintenance, et du coup, on va pas pouvoir y aller. Mais voilà, c'est plus un rôle de pilote. Mais cette co-construction, et encore une fois, avec de la communication qui leur donner les éléments pour comprendre, vont leur permettre de trouver la bonne solution. Et ce que j'essaie de leur apprendre aussi dans mes missions de transition, c'est que la solution d'aujourd'hui n'est pas la solution de demain. Voilà. Aujourd'hui, on va apporter une solution à un problème X, mais dans le cadre de l'amélioration continue, la solution d'aujourd'hui va nous conduire à un nouveau fonctionnement, et ce nouveau fonctionnement va peut-être amener une autre problématique, une autre question, et bien là, ils seront armés pour pouvoir répondre eux-mêmes à la prochaine question. Et c'est tout l'intérêt de cette co-construction. C'est en plus de leur amener une solution, de leur amener une logique, une pédagogie qui leur permet de progresser dans leur structure et dans leur organisation. Très bien. Et pour continuer sur l'accompagnement au changement, sur ce qui vient ensuite, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors sur l'accompagnement, changement, le changement, ça fait peur. Donc ça, c'est normal. Ça, c'est une lapalissade que j'énonce ici. Mais oui, effectivement, on co-construit. Mais une fois qu'on a co-construit la solution, il va falloir la déployer. Voilà. Et puis après, il faut savoir que toute phase de déploiement, ça génère des problématiques. Donc voilà. Pourquoi ça génère des problématiques? Parce que quand on change, eh bien, le temps que les nouvelles personnes s'approprient le nouveau système, le nouveau formulaire, la nouvelle organisation, la nouvelle gestion des stocks, le nouveau schéma de communication avec les ressources humaines, etc., 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 eh bien, il y a des doutes par défaut de connaissances, d'accord, par défaut d'appropriation, parce qu'il y a toujours des freins psychologiques du on a toujours fait comme ça, donc je vois pas pourquoi on a changé, c'était bien avant. Donc il y a toujours une phase où notre performance qui était ici à la base va descendre un petit peu, c'est le temps qu'on se l'approprie, et après les gens vont se l'approprier et on va remonter en performance et on sera plus performant qu'au préalable. Mais cette gestion du changement, c'est aussi être un moteur dans la phase de descente pour ne pas trop descendre et impliquer les équipes apprendre le système. Donc là, il faut vraiment suivre l'application. Et ça ne peut passer que par deux choses. La formalisation des nouveaux systèmes mis en place. D'accord? Donc, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, des processus ou des procédures formalisées dont les équipes doivent prendre connaissance, pardon. Et après, un accompagnement au quotidien. Le collaborateur A va prendre le projet, il va le déployer sans aucun problème, mais le collaborateur B, lui, va peut-être mal le comprendre. Il va falloir aller l'aider et lui réexpliquer sur le terrain la réalisation. Et ça, c'est l'accompagnement au changement. Et c'est ça qui va permettre de réussir le changement. Et puis, bien sûr, il faut faire une revue rétrospective un petit peu du déploiement du changement. Parce que ce qu'on pensait très bien autour de la table, peut-être qu'en opération, c'est plus compliqué. Et donc, il va falloir revoir un point. Et donc, il ne faut pas hésiter à convoquer régulièrement des revues de performance, des revues de ces processus-là, des revues de ce changement pour se dire, ça c'était bien, ça répondait aux objectifs, ça c'était bien, ça a répondu, ça c'est pas clair, et si ça revient de manière générale que c'est pas clair, c'est forcément qu'il y a quelque chose à corriger. Et donc, on se revoit, on rediscute de la problématique. Et donc, c'est ça qui va permettre de porter le changement et qui va apporter de la satisfaction aux équipes parce qu'ils auront vu un résultat concret et tangible. Et en plus, ils vont permettre d'atteindre les objectifs sans forcer de trop. Justement, sur les résultats tangibles, c'est bien, tu me fais les transitions, hein. Bon, bah, si. Je voulais te demander, là, tu l'as brièvement évoqué, mais quel type de résultats, que tu as obtenu, notamment alors, tu me parlais de gain de temps sur, l'activité, ça peut être de la tranquillité d'esprit aussi, hein. Oui, le changement mental, ouais. Aujourd'hui, le mot à la mode, c'est charge mentale, hein, mais c'est, voilà, décharger un petit peu la tête, en simplifiant les choses. Voilà, est-ce que tu pourrais nous évoquer, quelques résultats que tu as pu constater dans les entreprises, avant, après, quoi? Pour reprendre la question de la charge mentale, écoute, j'étais avec un directeur de site, personne très 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 bien, mais vraiment très agréable de travailler avec elle. Mais par contre, voilà, la personne, elle était noyée de réunions, de réunions, de réunions, de réunions, de réunions, de réunions. Voilà. Donc c'était une personne isolée sur un site dans un grand groupe. Et donc beaucoup de réunions, comme je te disais, et bien en redéfinissant comme les rôles et responsabilités de cette personne-là, le centre d'intérêt, les réunions où il avait vraiment participé, les réunions où il a retiré quelque chose, sa position de directeur de site justifiait telle qu'il soit en réunion d'équipe toutes les semaines, etc., etc. En ayant fait tout ce travail-là, on a gagné 100 heures de réunion par an pour un directeur de site. Il a relibéré 100 heures. Déjà une bonne chose. Et par la suite, on a solutionné
toujours avec ces mêmes clients, des problèmes de communication, parce qu'on parle souvent de gestion de projet, d'objectifs, comme on a pu discuter tout à l'heure, mais les équipes étaient perdues. En fait, il y avait une personne qui allait oser demander au directeur de site où on en est de l'objectif A, l'autre n'allait pas oser, etc. Ce qui fait qu'il y avait une dissonance dans la communication et des informations qui étaient contradictoires, parce que les personnes n'allaient pas chercher l'information au même moment. Eh bien, on a pris quelques instants, mais vraiment pas forcément beaucoup de temps, et on a créé ce qu'on appelle un dynamic work design. Donc, c'est un moyen de communication visuelle qui reprenait les différentes étapes d'avancement d'un projet, et ce qui fait que les personnes pouvaient passer à n'importe quel moment du jour ou de la nuit devant ce tableau-là et savaient à quel endroit était chaque projet. Et ce qui fait que ça aussi, ça a été bénéfique tant pour les opérateurs et les équipes que pour le directeur de site, parce qu'il y avait de l'information juste, en temps réel, et le directeur de site n'était pas dérangé toutes les 3 minutes dans son bureau. Et ça aussi, en termes de performance, c'est essentiel. C'était un tableau au mur ou c'était, en outil informatique, Non, c'était un tableau au mur. Donc voilà. Là, j'étais dans un cadre d'une équipe qui était pas très digitale. Voilà, la fonction mail, c'était une PME, c'était pas toute la journée sur l'ordinateur, sur le mail et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix d'un outil visuel et effectivement collé au mur. Oui, oui. Il y a des situations où ça a pas de sens, ça serait même contre-productif de digitaliser, quoi. Si un tableau au mur, ça fait l'affaire et puis, les gens peuvent venir consulter, c'est même mieux que regarder ça sur un écran. Exactement, c'était l'objectif. Il y avait un problème d'accès à l'information. Donc, on n'allait pas recréer un système informatique qui va Mmh. recréer une barrière à l'accès à l'information, sachant que c'était pas digitaux déjà dans leur état d'esprit. D'où aussi le choix d'un élément visuel mural. Très bien. Est-ce que tu aurais éventuellement un autre exemple, à partager, ou? Un autre exemple à partager. Oui, oui, je peux te dire, par exemple, comment on a amélioré dans une entreprise la qualité de vie. Comment améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Je suis arrivé, j'ai fait un état des lieux baseline sur la qualité de vie et conditions de travail. J'avais fait une échelle de scoring propre. J'étais vraiment au ras des pâquerettes, hein, vraiment. Vraiment, c'était mal-être, pleurs, situation Et à ce point-là, oui. oui, oui, c'était difficile dans cette entreprise-là. Et du coup, un turnover des équipes très, très important. Mmh. Et comment faire pour remonter le moral des équipes? Eh bien voilà, et bien là on est passé par déjà du soutien dans toutes les activités, c'est-à-dire aller les voir, passer du temps avec eux, parler, 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 et leur apporter des solutions dans leur quotidien, mais des solutions, ce qu'on appelle des quick wins. C'est, je dis n'importe quoi, un robinet qui fuit, ben on répare le robinet. J'ai pas de chaussures de sécurité, on achète des chaussures de sécurité. Je dis n'importe quoi, mais c'était vraiment ça. Voilà. Ouais, pragmatique, ouais. Voilà, pragmatique, efficace, fonctionnel. Eh bien, passer beaucoup de temps avec eux. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'était une belle équipe, mais c'était passer au moins une demi-journée non-stop avec eux dans leurs activités Mmh pour mh, mmh. parler, pas pour critiquer, pas pour juger, pas pour dire travail bien fait, mal fait, parler. Et donc, petit à petit, en faisant ça, en adjoignant par-dessus la co-construction à leurs problèmes, parce qu'ils vivaient très mal les problèmes opérationnels qu'ils avaient, en le faisant ensemble. Ça a permis de recréer du lien entre les différentes unités de l'équipe, de la société, et ils se sont ressentis bien. Et j'ai multiplié par 2,5 les indicateurs QVCT en 12 jours. Voilà. D'accord. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Mais du coup, la communication, c'est presque ce qu'on appelle du soft skills, sans lettres. C'est tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui n'est pas traçable. C'est vraiment un élément essentiel de la performance en entreprise, parce qu'elle passe avant toute chose par le bien-être de nos salariés, de nos collaborateurs. Donc, si on est bien, eh ben, on va être engagé dans l'entreprise. Donc, on va pouvoir répondre aux objectifs. Et si on répond aux objectifs, on va être performant. Et ça, c'est vraiment des préoccupations majeures. Et j'avoue que si j'étais parti sur cette mission-là, c'est parce que le manager et le groupe avaient vraiment une problématique sur ce sujet-là et que ça leur tenait vraiment à cœur de rééquilibrer, de remettre les équipes en place et correctement. Je pense que c'est un des éléments factuels majeurs pour les avoir motivés de me solliciter, quoi, à ce moment-là. Mais c'est vraiment vital. C'est marrant parce que en échangeant autour de moi ou même ici sur, ce podcast, j'ai l'impression que globalement, techniquement, les gens sont bons, ils maîtrisent bien leur métier, mais que ça va être des choses autour en termes de process, d'organisation, de communication, de gouvernance, que c'est plus ces problématiques, finalement qui mettent du frein dans le système. Oui, clairement. Moi, enfin, toutes les équipes que j'ai rencontrées, c'est ça le problème, hein.
Je suis excellent dans mon travail, mais il y a un petit grain de sable dans un rouage qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi il est là, ou pourquoi il est là, ou est-ce que je suis moi-même créateur de ce grain de sable parce que ben, je suis blasé, fatigué d'une situation sociale, etc., ou d'attentes qui n'ont pas été satisfaites parce que j'ai pas d'écoute de la part d'un manager ou d'un directeur. Eh bien oui, généralement le cœur du métier, qui plus est, enfin moi dans mon secteur de l'industrie pharmaceutique, est ultra maîtrisé. Donc c'est vraiment l'environnement et c'est vraiment ce qui est le plus important. Ce qu'on disait hein, dans le cadre de la performance, c'est un objectif. Donc voilà, par rapport à un résultat. Et si l'objectif il est pas clair ou si on n'a pas les bons moyens pour y arriver, ça peut pas bien se passer. Et c'est vraiment ce qui peut porter préjudice aux équipes et créer du turnover. Hein. Donc oui, comme tu le dis, hein, toujours la compétence elle est là, toujours. Et c'est même l'origine de la frustration parfois dans des situations. Hein. C'est que bah, on prend le Mmh. temps, on sait faire le boulot, mais on n'y arrive pas, ou alors on fait beaucoup d'heures supplémentaires par semaine pour finalement ne rien faire de passionnant ou qui me rapporte quelque chose à moi en tant que salarié. C'est intéressant, moi, puis dans ma propre expérience, j'ai vu que des fois des petits changements, que c'est un peu comme l'histoire des senteurs de réunion où tu fais des ajustements qui finalement sont pas si compliqués, mais ça simplifie ça et les gains sont disproportionnés par rapport à la simplification, quoi. Tu as des gains qui sont énormes alors que ça tu juste simplifié un petit truc, quoi. Exactement, exactement. Et ça c'est quand même touchant parce que bon, je vais le dire quand même, mais les gens m'ont remercié, ont pleuré en fait de l'impact que j'avais pu leur donner parce qu'ils étaient au bout d'un tunnel, ils voyaient pas de lumière. Et là, de leur avoir mis un peu de lumière, enfin, je me suis fait applaudir et, euh, et les gens ont pleuré autour de la table pour les solutions que je leur ai apportées. Et ça, c'est redonner du sens au travail et c'est redonner du bien-être aux personnes. Et finalement, c'est la vraie plus-value d'une mission de transition. Quoi. Donc, c'est aider les gens. Quoi. Ouais, puis c'est marrant parce que je te sens touché, quoi, parce que ce que tu évoques là où c'est plus seulement du travail, c'est une relation de personne à personne, quoi, d'humain à humain. Oui, oui, ouais, bah, c'est toujours été mon, entre guillemets, mon mantra. C'est on est tous sur le même niveau. Moi, c'est vraiment un management collaboratif que je déploie. Et bien-être des personnes, je peux pas concevoir de ne pas travailler dans ce sens-là, quoi. Donc, Mmh mh. c'était pourtant pour moi des évidences, hein, tout ce qu'on a fait. Mais pour eux, ça ne Mmh l'était mh. pas. Et en le faisant, en leur transformant le quotidien, eh bien, voilà, ils ont apprécié. Et ça touche. Donc, on se dit, mission accomplie. Bon, bah, écoute, on va se dire au revoir sur cette jolie note. Je te remercie beaucoup Thomas pour, nous avoir consacré du temps. Merci à toi, hein, merci beaucoup, Marc. Et une toute dernière question, si on veut te retrouver, on c'est quoi le meilleur endroit pour, si on veut te confier des missions, voilà. Ah ben, alors, le meilleur endroit, bah, c'est alors sur LinkedIn, hein, vous pouvez me retrouver. Hein. Donc Thomas Boyer, et après le nom de ma société, c'est Excellin, EXCE2LIN, et donc Thomas.boyer@excellin. Bon, bah, parfait. Bah, merci beaucoup et puis à très bientôt sur les ondes alors. Ben, à très bientôt avec plaisir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.